Donc bonjour à tous et merci d'être venus pour parler aujourd'hui de la place de l'intelligence artificielle dans le traitement du signal médical. Donc le signal médical, eh bien, c'est déjà l'amplification d'un signal physiologique existant, un signal électrique, par exemple l'électrocardiogramme. Je vous parlerai effectivement aussi d'un autre type de signal qui consiste à enregistrer eh bien, un processus physique, un processus physiologique à partir d'un capteur, et je vous parlerai de la mesure de la tension du couple fléchisseur superficiel, c'est pas facile à dire, du couple fléchisseur superficiel et fléchisseur profond chez le cheval, du texte dans un rapport médical, c'est du signal, et bien sûr l'image, parce qu'aujourd'hui, l'imagerie médicale est au cœur des développements en médecine qui font appel à l'intelligence artificielle et particulièrement au deep learning. Donc l'électrocardiogramme aujourd'hui est un signal parfaitement caractérisé, c'est-à-dire que des règles ont été établies pour pouvoir l'interpréter. Et ces règles ont été établies par l'homme. Ce signal initialement analogique est aujourd'hui numérisé, ça veut dire qu'il est stocké dans la mémoire et qu'il peut être retraité par des outils logiciels dont le champ des applications est en perpétuelle expansion. Par exemple, aujourd'hui, peut-on demander à la machine, à partir d'un enregistrement d'électrocardiogramme de plusieurs heures, de détecter les séquences qui sont anormales? C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Et la réponse est pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour cela, il nous faut des données. Il nous faut de la data. Et il se trouve qu'en médecine humaine, il existe des collections d'échantillons disponibles dans des bases de données en accès public, en open data. Une fois que l'on dispose de ces données, encore faut-il les constituer, les organiser en échantillons. Et idéalement, il faut que ces données soient annotées. Et il se trouve que cette base contient des données annotées et c'est parfait. Donc N pour normal et on a du V, ouais. Donc V, c'est pour des extrasystoles d'origine ventriculaire. Donc ma stratégie, ça a été de découper ces séquences de plusieurs heures d'enregistrement en petites fenêtres d'échantillons de 6 battements cardiaques, de 6 complexes PQ RST. Et un échantillon est normal si les 6 complexes sont normaux et il est anormal si au moins une anomalie est présente. Voilà le type d'échantillon que l'on obtient. Donc on s'aperçoit que déjà, il y a quand même pas mal de bruit sur cet échantillon. Il y a un bruit de haute fréquence qui correspond aux trémulations. Et puis un bruit de basse fréquence qui correspond aux ondulations de la ligne de base. Donc, ce signal, en l'état, il n'est pas encore interprétable directement par l'ordinateur, ou tout au moins pas avec des méthodes compatibles avec ce qu'on appelle une preuve de concept, et je reviendrai plus tard sur la notion de preuve de concept. Donc, il faut pour cela décrire le signal autrement pour que ce soit interprétable par la machine, et donc créer des descripteurs. Et là, il se trouve que on a une théorie, la théorie des ondelettes, qui date du début du XXe siècle, donc c'est carrément pas jeune, qui elle-même est une généralisation d'une théorie encore plus ancienne, les transformés de Fourier, qui permet de générer de manière très élégante et assez rapidement des descripteurs. Et là, pour le coup, j'en ai créé 110 qui sont assez résilients au bruit. Voilà ce que ça représente, c'est juste des chiffres dans des colonnes, il y a 110 colonnes. Une fois que l'on dispose de ces chiffres dans les colonnes, on peut passer à l'étape suivante, au machine learning. Et là, il s'agit d'apprendre à la machine, d'apprendre à partir d'un set d'apprentissage et de valider ses acquis à partir d'un set de validation. Donc les résultats, c'est une sensibilité de 96% pour une spécificité de 97%. C'est quand même pas trop mal pour moins de 2 jours de travail. La représentation graphique, c'est la courbe ROC qui permet de représenter sous la courbe tout l'ensemble des prédictions qui sont correctes et au-dessus de la courbe, dans le petit coin à gauche, les prédictions qui sont incorrectes. Alors, il est important de retenir à ce stade qu'à aucun moment, aucune règle d'interprétation de l'électrocardiogramme n'a été transmise à la machine. C'est elle qui a établi ses propres règles à partir des exemples transmis. Maintenant, on va aborder un signal qui n'est pas tout à fait complètement caractérisé. C'est un signal qui est émis par les guêtres connectés d'aide au diagnostic de la boiterie, donc des guêtres Ekiko, et qui mesure justement la tension du couple fléchisseur superficiel et fléchisseur profond chez le cheval. Cette tension est corrélée à la charge appliquée aux membres. Et donc, là, ça va être compliqué. Il n'y a pas de pointeur et il n'y a pas de micro à emporter. Donc,
là, on observe une mise en charge de l'antérieur droit, suivi d'un report un report de la charge partielle sur le membre contralatéral postérieur, qui se matérialise par une diminution de la charge sur l'antérieur droit, et enfin une petite impulsion qui précède la décharge complète du membre lorsqu'il quitte le sol. Donc, on obtient un signal qui est nettoyé avec une foulée moyenne, et à partir de ce signal, eh bien, à nouveau, il faut... bon, tant pis. Merci. Ok. Et à partir de là, eh bien, il faut à nouveau fabriquer des descripteurs pour la machine. Et là, comme c'est un signal qui est un peu nouveau, qu'on ne connaît pas, eh bien, on veut garder la main, et ces descripteurs, eh bien, on va les créer nous-mêmes. C'est des descripteurs qui sont fabriqués par l'homme à la main et qui font appel du coup à la créativité. Donc évidemment, il y a des descripteurs évidents, les coordonnées... Hop. Ouais, en fait, le doigt, ça marche bien. les coordonnées des pics, et puis des vecteurs correspondant à la dynamique de mise en charge, la dynamique de décharge, etc., etc. Et en tout, une soixantaine de descripteurs. À partir de ces descripteurs, on passe au machine learning, et là, on se pose la question. Une boiterie, finalement, chez le cheval, chez tout le monde, c'est un type de démarche particulier. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut être plus fin et finalement identifier un type de démarche particulier chez chaque cheval? Donc là, l'expérimentation consiste à prendre 12 chevaux, à les faire marcher au trot, sur du sol dur, sur du sol mou, donc avec des conditions très variables, et de demander au machine learning s'il est capable de reconnaître le cheval à qui appartient un enregistrement. Et là, c'est assez surprenant parce qu'avec 92,2% d'efficacité, eh bien oui, la machine est capable de reconnaître le cheval qui marche. Il y a 12 chevaux. Donc si on faisait une prédiction au hasard, on aurait une chance sur 12, à savoir 8%. Donc avec 92,2%, on fait 11 fois mieux que le hasard. Si on veut essayer d'être plus fin, on va se poser la question de savoir est-ce que les guêtres sont capables de reconnaître le type de sol sur lequel le cheval évolue. Et là, alors, on obtient 89,5%. Donc on peut se dire, c'est pas mal, mais finalement, on a deux modalités. On a un sol dur, un sol souple. Ça veut dire qu'on a une chance sur deux de donner la bonne réponse au départ, sans rien faire. Donc, c'est peut-être pas si bien que ça. Eh bien, c'est pas trop mal que ce soit pas si bien que ça. Parce que ça permet de remettre en cause les premières conceptions initiales du projet. Et en l'occurrence, les descripteurs. On va se dire, ok, moi j'ai fabriqué mes descripteurs, mais est-ce qu'ils sont optimaux? J'en sais rien. Donc là, on va demander à la machine de fabriquer ses propres descripteurs. Et là, pour cela, j'utilise un petit réseau de neurones appelé auto-encodeur qui permet de faire rentrer les quelques milliers de données du signal initial et de les comprimer dans un petit espace de 40 données. Ces 40 données représentent finalement le résumé du signal. Et à partir de ce résumé, il est possible de reconstituer le signal initial. Aucun intérêt de reconstituer un signal initial, on est bien d'accord. Par contre, ces 40 données, ce sont nos 40 descripteurs. Et avec ces 40 descripteurs, eh bien, l'efficacité du modèle monte à près de 93%. Alors, quel est le point commun entre cette expérimentation et la précédente? Eh bien, c'est que dans les deux cas, c'est la machine qui crée sa propre représentation du signal médical, sa propre représentation de la réalité, soit à partir des onglettes, soit à partir d'un auto-encodeur. Et bien sûr, il existe bien d'autres stratégies. Alors, une fois que je dispose de ma méthodologie de l'auto-encodeur, je me demande si je peux y faire passer un autre signal d'un type complètement différent du texte. Et je me pose la question de savoir si il est possible de reconnaître, de savoir si un médicament est un antibiotique ou pas, à partir de sa seule dénomination commerciale. Et là, effectivement, on obtient une efficacité de 93% sans effort. Enfin, l'image. Là, l'enjeu est de reconnaître une race à partir d'un échantillon de 8535 images. Et là, on a deux stratégies. Soit on fabrique un réseau de neurones entièrement dédié à la tâche, à partir de rien. Et il faut savoir que 8535 images pour un réseau de neurones convolutif de reconnaissance d'images, c'est vachement pas beaucoup quand même. Et effectivement, après 3 jours d'apprentissage, on arrive péniblement à 25% d'efficacité. Alors, c'est quand même 33 fois mieux qu'une chance sur 133, mais c'est pas terrible.
Et la deuxième méthode, eh bien, c'est d'utiliser le transfert de connaissances. C'est-à-dire d'aller chercher la connaissance accumulée sur un autre réseau de neurones pour l'utiliser sur notre problématique. Et là, il faut aller piocher, il suffit d'aller piocher dans des solutions qui ont été mises en œuvre à l'occasion d'un concours international, et annuel qui s'appelle The ImageNet Challenge, qui consiste à tenter de reconnaître 1000 objets différents à partir d'un set d'1,3 million d'images. Et là, le modèle que j'ai utilisé s'appelle Inception. Il est déjà entraîné et son apprentissage a pris 3 semaines. Son apprentissage a pris 3 semaines chez Google, avec les moyens que je vous laisse imaginer. Et en prenant les couches superficielles de ce réseau-là et en rajoutant des couches spécifiques pour la problématique, on arrive à 78% d'efficacité après 10 minutes de calcul. Ça veut dire qu'en augmentant les ressources de calcul, ce résultat est très largement perfectible. Alors, pourquoi je ne vais pas plus loin? Parce que, encore une fois, je parle de preuve de concept. Une preuve de concept, qu'est-ce que c'est? Eh bien, une preuve de concept, c'est un prototype qui permet très rapidement d'ouvrir une fenêtre sur le champ des possibles et de dire tout simplement « ça marche ». Après, évidemment, il convient de passer du concept au produit en enclenchant le processus d'innovation. Alors, nous l'avons vu, le deep learning nécessite beaucoup de données, nécessite des longues périodes d'apprentissage, mais grâce au transfert de données, il est possible de bénéficier de la connaissance accumulée sur un réseau de neurones pour entraîner un autre réseau de neurones dédié à une autre tâche. Par exemple, il serait possible d'utiliser les données disponibles en médecine humaine pour pallier le caractère confidentiel des données vétérinaires. Alors, je dis bien des données confidentielles, pas des données inexistantes. On ne pallie pas l'inexistant. Aujourd'hui, on serait plutôt sur l'inexistant. Donc, ce transfert de connaissances, finalement, correspond à l'exploitation des synergies. Autre exemple de synergie, eh bien, ce sont les gamers, les joueurs de jeux vidéo qui, finalement, ont contribué au développement des cartes graphiques. Et aujourd'hui, le deep learning s'appuie sur la puissance de calcul des cartes graphiques pour nous donner satisfaction. Enfin, l'open data a permis les développements open source des outils d'analyse big data, des outils de machine learning, et ces derniers contribuent à l'amplification de l'open data. Donc pour conclure, si la profession veut rentrer dans le champ de l'intelligence artificielle, eh bien, il faut penser data, open, synergie, expérimentation. Une dose de plus à retenir. Je vous remercie de votre attention.